Le parfum entêtant du cirage et du cuir remplissait l'air, saturant chaque recoin du vaste amphithéâtre. Dans cette salle d'enchères grandiose, ce n'était pas de simples chiens qui allaient être vendus, non, c'était l'élite du monde canin qui défilait ici, sous les regards experts de riches collectionneurs, d'éleveurs renommés et d'investisseurs puissants qui façonnaient, à eux seuls, toute une industrie. Autour, des murmures feutrés s'échangeaient dans une atmosphère de connivence. Le cliquetis des verres de whisky, le froissement des catalogues d'enchères, tout contribuait à cette ambiance d'exclusivité, presque d'arrogance tranquille. Mais lorsque Silas Beckett franchit le seuil de la salle, un silence troublé s'abattit, comme un frisson d'inconfort glissé sous les dorures. Il n'était pas à sa place. Du moins, c'est ce que tout le monde semblait penser. Sa chemise en flanelle élimée, ses bottes couvertes de poussière, son jean usé jusqu'à l'âme. Tout chez lui détonnait au milieu de ses costumes 3 pièces taillés sur mesure, de ses chaussures si brillantes qu'on pouvait s'y mirer. Sa barbe grisonnante laissée à l'abandon et ses mains calleuses racontaient une vie de labeur, pas de luxe. Et pourtant, malgré les regards dédaigneux, Silas avançait, droit, silencieux, résolu. Dans un coin, un jeune homme au blazer hors de prix se pencha vers son voisin et ricana. Qui a laissé entrer ce vieux type? Il n'a même pas de quoi se payer une laisse, alors un pur sang. Silas, lui, n'écoutait pas. Il n'avait d'yeux que pour un enclos là-bas, au fond de la salle. Un seul regard et le monde s'effaça. Un berger allemand majestueux assis dans un silence presque royal. La puissance brute du chien, son port altier, ses yeux vifs d'intelligence, tout en lui évoquait la noblesse du sang. Mais Silas voyait plus que ça. Il voyait un lien, un passé, une vérité que personne d'autre ici ne pouvait comprendre. Il fit un pas de plus, mais un agent de sécurité, grand, large d'épaules, uniforme bleu nuit impeccablement repassé, lui barra la route. « Monsieur, cette vente est réservée aux acheteurs sérieux. Si vous n'êtes pas ici pour faire des affaires, je vais devoir vous demander de partir. » Le silence retomba aussitôt, tous les regards convergèrent vers eux. Silas leva lentement la tête, son visage buriné restait impassible, mais dans ses yeux d'acier, une flamme brûlait. Une flamme faite de douleur, de respect, et de quelque chose de plus ancien encore. Le garde hésita, juste un instant, et c'était suffisant. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous écoutez. Et maintenant, reprenons l'histoire. Car Silas Beckett n'avait pas toujours été cet homme à l'allure usée qui venait de franchir ses portes. Il fut un temps où son nom inspirait le respect, voire la crainte, dans les cercles militaires et les forces de l'ordre à travers tout le pays. 3e génération de dresseurs de chiens, Silas avait vu ses bergers allemands servir au Vietnam, intégrer les unités d'élite et patrouiller dans les commissariats les plus exposés. Son ranch, niché à l'extérieur de Missoula, dans le Montana, était autrefois considéré comme le sanctuaire ultime des chiens de service. La lignée Beckett, c'est ainsi qu'on la nommait, avait été méticuleusement façonnée pendant des décennies. Intelligence exceptionnelle, loyauté inébranlable, endurance, agilité, discipline. Ce n'étaient pas des chiens d'exposition exagérés dans leur morphologie. C'étaient des athlètes, des partenaires, des protecteurs, des présidents avaient possédé ces chiens. Des unités spéciales les avaient embarqués en mission. Les brigades canines de la police avaient des listes d'attente de plusieurs années pour espérer obtenir un Beckett. Mais ça, c'était avant la tragédie. Avant que son fils unique, Duke, ne suive ses pas et ne rejoigne l'armée comme maître chien. Avant que Duke et le berger allemand qui lui avait été attribué, un chien né au ranch, élevé par Silas lui-même, ne soient tués ensemble dans une embuscade au cœur d'un désert lointain lors d'une mission de sauvetage. Le télégramme était arrivé un mardi matin. Et ce matin-là, pour Silas, le monde s'était effondré. Dans le brouillard du deuil, affaibli, vulnérable, Silas n'avait pas vu venir le prédateur. Un homme nommé Preston Holloway. Un homme d'affaires, habile avec les contrats, bien moins avec les chiens. Profitant de l'abattement de Silas, il avait mené une série de manœuvres douteuses. Signatures falsifiées, manipulation légale, pression silencieuse. Quand Silas se réveilla, suffisamment lucide pour contre-attaquer, il était déjà trop tard. La justice, comme souvent, avait cru le papier, pas l'homme en ruine. Preston avait tout pris, le domaine, le cheptel, le nom et surtout l'héritage. Aujourd'hui, à 73 ans, Silas vivait dans une cabane isolée sur le maigre lopin de terre qu'il avait pu conserver. Il dressait de temps en temps un chien pour les fermiers du coin. Mais la plupart du temps, il restait seul.
Ses mains, autrefois si précises qu'il pouvait réaliser de petits soins vétérinaires lui-même, tremblaient parfois. Son dos, jadis droit comme un piquet, s'était voûté, mais ses yeux d'acier, eux, n'avaient rien perdu de leur éclat. Et quand il avait reçu cette enveloppe, il y a 3 semaines, ce regard avait retrouvé un but. C'était Frank Wilson qui l'avait apporté, un ancien camarade d'armée devenu facteur, mais ce jour-là, il ne s'était pas contenté de glisser l'enveloppe dans la boîte rouillée. Il avait gravi les marches du porche, l'inquiétude peinte sur le visage. « Tu devrais jeter un œil à ça, Silas !» Assis dans son vieux fauteuil à bascule, Silas avait ouvert l'enveloppe d'un geste lent, usé, du papier cartonné, un gaufrage doré, une invitation à une vente aux enchères de très privée, organisée par Holloway Kennels à Billings. Ses yeux avaient balayé les lignes, jusqu'à ce qu'il tombe sur une photo, un berger allemand, et pas n'importe lequel. Les traits, l'allure, ce regard, la description ne laissait aucun doute. Dernier descendant direct de la lignée Beckett. Idéal pour le service ou la reproduction. Silas avait serré la feuille entre ses doigts. « Fils de chien, tu penses y aller ?» avait demandé Frank. Adossé à la rambarde du porche, Silas n'avait rien dit. Mais dans ses yeux, la réponse était déjà là. Et maintenant, il était là, debout dans cette salle au plafond doré, au parquet s'illustré, qu'il en reflétait les regards hautains. Un monde à des années-lumière de sa cabane au mobilier élimé et aux photos fanées. Ici, tout respirait l'opulence, le pouvoir, le paraître. Mais Silas n'était pas venu pour le faste. Il n'était pas venu pour se pavaner. Il était venu pour bien plus que ça. Alors qu'il avançait à travers les rangées de sièges occupés par la crème de la crème, les murmures se faisaient plus insistants, comme des ombres qui le suivaient, des rumeurs qui s'accrochaient à ses bottes poussiéreuses. « C'est un clochard, ce type ?» Sécurité aurait dû l'arrêter à la porte. « Il sent le chien. Ou c'est moi ?» Une femme, perles blanches autour du cou, s'écarta ostensiblement en croisant son chemin, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. Silas ne les voyait pas, ou plutôt, il refusait de leur accorder la moindre importance. Ses yeux restaient rivés sur l'enclos, là-bas, sur le berger allemand. Même de loin, il voyait que le chien n'était pas dans son état optimal, trop mince, un pelage terne, des signes de stress, de manque de soins. Un pincement lui serra la poitrine. Ce chien-là méritait mieux. Beaucoup mieux. Le même agent de sécurité s'interposa à nouveau, jeune. Pas plus vieux que Duke quand il était parti au front. Son badge indiquait « Monsieur Thompson ». Son regard oscillait entre fermeté et malaise. « Monsieur, j'ai besoin de voir votre invitation », dit-il d'un ton ferme mais respectueux. Silas glissa une main dans sa veste et tendit l'enveloppe. « Elle est cela, fiston ». Le garde haussa les sourcils, visiblement surpris, puis hocha la tête et s'apprêta à s'écarter. Mais une voix résonna alors, puissante, arrogante, tranchant comme un fouet. « Attendez, Marcus !» Un homme s'avança, grand, impeccablement mis, costume hors de prix, cheveux argentés, brillamment coiffés, un sourire glacé comme un matin de janvier dans le Montana, Preston Holloway. « Je ne crois pas que ce monsieur figure sur notre liste d'acheteurs agréés », lança-t-il avec un mépris théâtral. Son regard glissa lentement des bottes râpées de Silas à son visage marqué par le temps. Et il se délectait de chaque seconde. « Silas Beckett, je dois avouer, je suis surpris de te voir ici. T'as la mémoire courte ? Ou t'es juste maso ?» Le silence retomba comme un coup près. Tous attendaient, espérant, sans oser le dire, une scène. Silas ne broncha pas. Il soutint le regard de Preston, impassible. « J'ai reçu une invitation, Preston. Comme tout le monde ici. » L'homme éclata d'un rire sec, destiné à humilier. Une courtoisie, rien de plus. On les envoie aux anciens éleveurs, même à ceux qui ont échoué. Il se tourna vers la foule, amplifiant sa voix. « Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici Silas Beckett. Il fut un temps et il avait une certaine réputation dans le monde des bergers allemands. Aujourd'hui, c'est juste un exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire quand on tient un élevage. Des ricanements fusés. Une femme souffla trop fort pour que ce soit involontaire. Il ressemble plus au chien qu'au propriétaire. » Preston se rapprocha, baissa la voix, mais suffisamment pour que ceux autour entendent. « Tu n'as pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici, Beckett. Alors fais-toi une faveur, rentre dans ton trou. » Mais Silas n'avait pas fait tout ce chemin pour se faire écraser. Il le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas venu pour ressasser le passé, Holloway. Je suis venu pour enchérir. » Un instant de silence total. Puis Preston éclata de rire, faussement hilar. « Toi, enchérir ? Sur quoi, Silas ? Tu vas payer avec ton chèque de retraite ? Ou t'as promis ton vieux pick-up en garantie ?» Les rires redoublèrent, mais Silas ne sourcilla pas.
Son regard se détourna de Preston et se fixa à nouveau sur le chien. Et là, quelque chose se produisit. Le chien s'était levé, ses oreilles s'étaient dressées, son regard s'était planté dans celui de Silas avec une intensité troublante. Une reconnaissance, une mémoire instinctive, impossible. Et pourtant, lot numéro 17 annonça soudain l'encanteur avec emphase « Nous passons aux joyaux de notre vente aujourd'hui. L'héritage de Duke, un berger allemand pur sang, descendant direct de la lignée Beckett. » Silas se figea. Un soigneur conduisait le chien sur la scène, même amaigri, même fatigué. Il marchait avec une grâce naturelle, une présence magnétique. C'était lui, c'était son sang, son héritage. C'était le petit-fils du chien de son fils, celui qui était mort à ses côtés. Le cœur de Silas se serra douloureusement. Les marques distinctives, la posture, l'intelligence brûlant derrière les yeux du chien, c'était comme revoir un fantôme. Le fantôme d'un passé qu'il n'avait jamais cessé de porter en silence. Cet animal exceptionnel, poursuivait l'encanteur avec emphase, provient de la plus prestigieuse lignée de bergers allemands en Amérique, la lignée Beckett. Celle-là même qui a servi des présidents accompagnés des unités d'élite. Ce chien pourrait bien être le dernier représentant encore disponible de cette ligne pure. Silas ne cligna même pas des yeux. Le chien, là-haut, semblait aussi absorbé que lui, comme si quelque chose invisible aux autres les reliait à cet instant précis. Une mémoire inscrite dans le sang, dans l'odeur, dans le silence. Nous ouvrons les enchères à 21 000 $. Une main se leva immédiatement. 25 000, lança une autre voix. 30 000, 40, 50 000. Les chiffres grimpaient comme une marée. Et avec chaque nouveau palier, le sourire de Preston Holloway s'élargissait. Il n'avait pas levé la main, il n'en avait pas besoin. Ce chien lui appartenait déjà, officiellement. Cette vente n'était qu'une conversion en argent et les enchères dépassaient toutes ses attentes. 60 000, appelle une femme élégante au premier rang. Silas l'a reconnue, le docteur Catherine Reynolds, une vétérinaire réputée, spécialiste des chiens de travail. Son regard était concentré, déterminé. 65, lança un homme en veste de chasse. Mais Silas, lui, ne bougeait pas. Immobile, les mains sur les genoux, les yeux rivés au berger allemand. Le chien balayait la foule du regard, jusqu'à ce que ses yeux retrouvent ceux de Silas. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Il se redressa légèrement. Ses oreilles se dressèrent, attentives. Son corps tout entier sembla se tourner vers lui. 70 000 interrogea l'encanteur excité. 70 000 répondit une nouvelle voix. 75, 80 000 cria à nouveau le docteur Reynolds. L'encanteur rayonnait. 80 000 pour le docteur Reynolds. Entends-je 85 ? Dans l'assistance, Preston savourait le spectacle. Il jeta un regard en coin à Jonathan Mercer, son associé, et murmura quelque chose qui les fit tous deux éclater de rire. Ils regardèrent Silas avec une moquerie à peine dissimulée. 80 000 une fois ? Le chien ne quittait plus Silas du regard. Un feu silencieux brûlait entre eux, une tension que nul autre ne semblait percevoir. 81 000 deux fois. 200 000. La voix était grave, posée, d'une clarté absolue. Un souffle traversa la salle comme une onde de choc. Le silence tomba, total, absolu. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle, là où Silas Beckett était assis. L'encanteur resta figé, le maillet suspendu dans les airs. Excusez-moi, monsieur Beckett, vous avez bien dit 200 000 $? C'est exact, confirma Silas d'un ton calme, sans détourner les yeux du chien. Preston se leva si brusquement que sa chaise grinça sur le parquet. « C'est absurde !» s'écria-t-il, livide. « Il n'a pas cet argent. » Eleanor Whitfield, la directrice de la maison d'enchères, intervint à ce moment-là. Professionnelle mais visiblement surprise. « Monsieur Beckett, je dois vous rappeler que toute enchère gagnante nécessite une vérification immédiate des fonds. Pas de plan de paiement, pas d'espèces. » ajouta-t-elle avec précaution. « Je paierai en espèces, ici et maintenant, » coupa Silas, sans la moindre hésitation. Une vague de murmures secoua la foule. Le docteur Reynolds fixait Silas avec un nouveau respect. D'autres autour affichaient des expressions incrédules, amusées. Ils attendaient le moment où cette mascarade s'effondrerait. Preston fendit la foule furieux. « C'est un cirque. Cet homme essaie de saboter ma vente. Il est amer, frustré, incapable d'accepter ses échecs. Il veut juste m'humilier. » Silas se leva lentement. Il détourna enfin les yeux du chien pour les poser sur Preston. « Ce n'est pas un cirque, Holloway. C'est une enchère. Et j'ai mis 200 000 $ sur la table. Sauf si quelqu'un surenchérit, le chien est à moi. »« Il ment !» vociféra Preston. « Il n'a pas cet argent. C'est de la fraude. » Eleanor s'interposa.
Monsieur Holloway, je vous prie, si Monsieur Beckett est bel et bien le plus offrant au moment du coup de maillet et qu'il peut fournir les preuves demandées, alors la vente est conclue. Ce sont les règles. Silas hocha la tête. Compris. L'encanteur, un peu secoué mais fidèle à son rôle, reprit la parole. Nous avons donc une offre à 200 000 $ de la part de Monsieur Beckett. Entends-je 205 ? Personne ne bougea. Le docteur Reynolds fit un petit signe de tête comme pour se retirer de la course. L'homme en veste de chasse examinait son catalogue avec un air soudain très absorbé. Personne ne voulait aller plus loin, soit parce qu'ils étaient convaincus que Silas bluffait, soit parce qu'ils commençaient à sentir qu'il se passait ici quelque chose de plus grand qu'un simple achat. 200 000 une fois ? Le berger allemand restait parfaitement immobile, ses yeux toujours rivés sur Silas. Il attendait. 200 000 deux fois ? Preston serrait les dents, rouge de rage. Adjugé à Monsieur Silas Beckett pour 200 000 $. Le maillet frappa le pupitre avec un claquement sec, comme un coup de tonnerre. Et soudain, toute la salle sembla figée. Le claquement du maillet résonna longtemps dans le silence figé de la salle. Comme un point final, ou peut-être le début de quelque chose, c'est Eleanor Whitfield qui fut la première à bouger. Professionnelle jusqu'au bout des ongles, elle s'avança vers Silas, son carnet à la main, masquant à peine sa surprise derrière un sourire de circonstance. « Monsieur Beckett, si vous voulez bien me suivre jusqu'au bureau de vérification, nous allons finaliser la transaction. » Silas hocha la tête lentement. Il se leva, ses gestes précis mais marqués par l'âge. Son genou droit, affaibli par une vieille blessure militaire, le fit légèrement boiter. Son dos, meurtri par une vie de travail, se redressa cependant avec dignité. Il passa devant les premières rangées, sous les regards toujours braqués sur lui. Le docteur Reynolds lui adressa un discret hochement de tête empreint de respect. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose de silencieux se transmit dans ce simple échange. Preston Holloway, lui, était blême. Son masque de contrôle impeccable craquait de toutes parts. Il saisit violemment le bras de Jonathan Mercer. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il furieux. « Il n'a pas cet argent ? Il vit dans une cabane à moitié en ruine, sur un terrain qui ne vaut rien. » Mercer, impassible, haussa les épaules. « Peut-être qu'il a économisé toute sa vie pour ce moment ? Personne n'économise 200 000 $ pour un fichu chien. » Cracha Preston. « Il y a un truc qui cloche. » Alors que Silas passait près de lui, Preston s'interposa une nouvelle fois. « C'est quoi ton petit jeu, Beckett ?» Il lança suffisamment fort pour que l'assistant s'entende. « T'as trouvé un mécène secret ? Qui est derrière toi ?» Westlake questionne Mark Thornton. Lequel de mes concurrents t'a payé pour foutre le bazar ? Mais Silas ne se laissa pas démonter. Il le fixa droit dans les yeux, imperturbable. « Écarte-toi, Preston. Pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Tu n'as pas ce fric. Tout le monde ici le sait. » Eleanor intervint, plus sèche cette fois. « Monsieur Holloway, ça suffit. Nous sommes dans une maison d'enchères respectable. Si Monsieur Beckett ne peut pas prouver ses fonds, alors le chien ira au deuxième plus offrant. Nous avons une procédure. » Face à cette autorité froide, Preston recula d'un pas. Silas, lui, ne se retourna même pas. Il suivit Eleanor vers une petite pièce située à l'arrière de la salle. Les murmures reprirent aussitôt, un bourdonnement nerveux dans l'atmosphère suspendue. Dans le bureau de vérification, Eleanor referma la porte derrière eux. Son masque de neutralité se fissura légèrement. Elle était curieuse et troublée. « Monsieur Beckett, je suis obligé de vérifier votre capacité à honorer cette offre. Vous le comprenez ? » « Bien sûr, répondit-il, en glissant la main dans sa veste. Il sortit une enveloppe, froissée et adoucie par le temps, comme si elle avait été portée contre lui, proche de son cœur. Il la tendit, sans un mot, Eleanor l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent, un chèque de banque parfaitement en règle. 200 000 $, fit-elle, lentement. C'est conforme, en effet. Alors le chien est à moi, dit Silas. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur Beckett, je vais faire appeler Marcus pour qu'on vous le remette. Pendant qu'elle contactait l'agent de sécurité, elle jetait à Silas des regards où se mêlaient respect, perplexité et une certaine admiration. Pardonnez ma curiosité, mais ce chien a une importance particulière pour vous, n'est-ce pas ? Silas resta silencieux un instant. Son regard semblait fixé bien au-delà des murs de ce bureau. Ce chien, dit-il finalement, c'est le dernier de ma lignée, le dernier lien avec ce que j'ai construit toute ma vie. Avec ce qu'on m'a volé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Marcus Thompson entra, tenant le chien en laisse. Le berger allemand, autrefois statique et méfiant, était méconnaissable. Il tirait sur la laisse, son corps tendu, ses yeux rivés sur Silas. « Il agit bizarrement depuis la fin de l'enchère, » dit Marcus. « Jamais vu ça, on dirait qu'il vous connaît. » Silas s'agenouilla lentement,
chaque articulation protestant. Il tendit une main, paume ouverte. « Viens, mon garçon » murmura-t-il. Le chien bondit vers lui, si soudainement que Marcus manqua de lâcher la laisse. Eleanor recula d'un pas surprise. Le chien s'arrêta juste devant Silas. Il renifla sa main frénétiquement, comme pour capter une essence familière, quelque chose de lointain et d'essentiel. Pendant 3 battements de cœur, homme et chien se dévisagèrent, puis le berger allemand poussa un gémissement à mi-chemin entre le soupir et le cri du souvenir. Il enfouit sa tête dans la paume de Silas. « Il vous reconnaît » demanda Eleanor, stupéfaite. « Pas moi » répondit Silas, la voix étranglée par l'émotion. « Il reconnaît l'odeur de ses ancêtres. » Il caressa l'oreille du chien, doucement. Les chiens se souviennent de ce que les hommes oublient. C'est à ce moment-là que la porte vola en éclats. Preston Holloway, le visage rougi par la rage, surgit comme une tempête. Derrière lui, plusieurs personnes avaient suivi, attirées par le tumulte. « Je veux voir la preuve de paiement » hurla-t-il. Cette histoire pue la fraude à plein nez. Eleanor se redressa glaciale. « Monsieur Holloway, le paiement a été vérifié. La transaction est légitime. »« Impossible. Il vit dans un cabanon pourri, avec une retraite minable. Où a-t-il trouvé cet argent ?» Silas se releva lentement, le chien pressé contre sa jambe. Un grondement sourd montait du fond de la gorge du berger allemand. « Tout le monde n'a pas besoin de s'afficher pour exister, Preston », répondit Silas calmement. « Certains d'entre nous ont d'autres priorités. » Ce ton posé, cette certitude tranquille, sembla déstabiliser Preston plus que n'importe quelle insulte. Il recula d'un pas, mais sa colère ne retombait pas. « C'est un complot, c'est ça ? Tu veux me nuire ? T'as trouvé un riche investisseur pour me ruiner ?» Mais Silas ne broncha pas. « La seule chose sale ici, Preston, c'est d'avoir vendu un chien maltraité à ce prix-là. » Il montra les côtes saillantes du chien, son poil terne, ses yeux fatigués. Il n'a pas été nourri correctement depuis des mois. Le visage de Preston se durcit, sa voix monta d'un cran. « Comment oses-tu ? Ce chien a reçu les meilleurs soins possibles. L'un des vétérinaires les plus réputés supervise tout notre programme. » Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, une voix calme et assurée se fit entendre derrière lui. « Je crains que M. Beckett ait raison. » Le docteur Catherine Reynolds venait d'entrer, se frayant un passage dans la petite foule qui s'était amassée. Elle s'avança, droite, l'air professionnel mais ferme. « J'ai remarqué son état pendant l'enchère. Ce chien a au moins 7 kilos de moins que son poids idéal. Et l'état de son pelage, terne, sec, cassant, indique une carence nutritionnelle prolongée. Il est en carence chronique, pas en forme optimale. » Preston se tourna vers elle, furieux. « Gardez vos opinions pour vous, Reynolds, vous et vos foutues sensibilités de vétérinaire sentimental. Vous ne comprenez rien à l'efficacité d'un élevage industriel moderne. » Elle croisa les bras. « Ce n'est pas une opinion, c'est un diagnostic vétérinaire, et je peux le documenter noir sur blanc si vous souhaitez que l'American Kennel Club en soit informé. » La menace n'était pas voilée. Autour, plusieurs des invités commencèrent à échanger des regards inquiets. Certains s'éloignèrent légèrement de Preston, comme si ses éclats de voix pouvaient les éclabousser. Eleanor Whitfield tout sauta discrètement pour reprendre le contrôle de la situation. « Cela suffit. La vente est conclue, le paiement a été vérifié. Le chien appartient désormais à M. Beckett. S'il y a des préoccupations quant aux soins prodigués avant la vente, ce sera traité séparément. » Mais Preston ne reculait pas. Pas encore. Il planta ses yeux dans ceux de Silas, un rictus mauvais aux lèvres. « Très bien, emporte-le, Beckett, ton cher toutou. Quelle coïncidence tout de même. Que toi, justement toi, sois invité à cette vente. Que ce chien-là, précisément, soit mis en avant dans l'invitation. On dirait presque que c'était prévu, non ?» Un frisson parcourut la pièce. Silas le fixa, lentement. « Où veux-tu en venir, Holloway ?» Preston fit volte-face pour s'adresser à l'assemblée. Sa voix était théâtrale, calculée. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous éclairer. Ce monsieur ici présent n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Il a été invité personnellement par moi. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Des regards interrogateurs tendus. Eleanor Whitfield fronça les sourcils. « Monsieur Holloway, ce que vous dites là est très inhabituel. »« Aucun souci avec vos procédures, Eleanor, » répondit-il avec un sourire mielleux. « Je veux simplement partager un peu de contexte. » Il se retourna vers la salle, triomphant. « Je savais qui était ce chien. Je savais qu'il descendait du chien du fils de Beckett, et je savais que s'il envoyait la photo, il ferait n'importe quoi pour le récupérer, même vider ses poches, même creuser jusqu'au dernier centime. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était plus une vente, ce n'était plus un lot. C'était un piège tendu à un vieil homme en deuil. Le docteur Reynolds s'avança d'un pas, sa voix chargée de colère froide.
Vous lui avez envoyé cette invitation exprès. Vous avez mis cette photo en évidence pour le provoquer, pour le pousser à tout risquer. Vous l'avez manipulé. Preston haussa les épaules. Le business, c'est le business. S'il est prêt à payer 4 fois la valeur réelle du chien, je ne vais pas me plaindre. Il se pencha vers Silas, ses mots sifflant comme des lames. Tu veux appeler ça une revanche? Moi j'appelle ça un règlement de compte. Silas resta immobile. Le chien, lui, grognait doucement, pressé contre la jambe de son maître. Et puis, Silas parla, d'une voix basse, mais claire. Tu as mal calculé ton coup, Preston. Le rictus de Preston vacilla. Tu pensais que ça allait me briser, mais ça m'a réveillé. Preston rit, mais le son sonnait faux. Tu viens de claquer toutes tes économies dans un chien. Tu n'as plus rien? Moi, j'ai encore tous les droits sur la lignée Beckett. Les techniques, les contrats, les contacts. Moi, j'ai ton héritage. Silas le fixa, longtemps. Puis lentement, il secoua la tête. Non, tu as les papiers, tu as les installations, tu as même les chiens, mais tu n'as rien compris. Tu n'as jamais eu ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte selon toi? Lança Preston, sarcastique. L'honneur, la loyauté, des conneries de vieux soldats? Silas caressa la tête du chien. Ce chien est mal nourri, stressé, abandonné. Et tu l'as mise aux enchères comme on vend un meuble. Tu peux bien parler de modernité, de rentabilité. Ce que tu fais, c'est exploiter des êtres vivants. Le docteur Reynolds intervint, calme mais implacable. Il a raison. Ce que vous appelez des méthodes modernes, ce sont des pratiques d'exploitation, des cycles de reproduction trop courts, des soins médicaux minimaux, un environnement sans enrichissement ni socialisation. Ce ne sont pas des chiens pour vous, ce sont des produits. Plusieurs têtes hochèrent lentement. L'ambiance avait changé. Preston le sentait, le contrôle lui échappait. « Vous vous croyez tous meilleurs que moi ?» gronda-t-il. « Moi je dirige une entreprise rentable. Vous vous accrochez à des valeurs d'un autre temps. Profit !» répéta un homme âgé dans le fond de la salle, le regard dur. « On parle de chiens, Holloway, pas de pièces détachées. » Silas se tourna vers Eleanor. « Y a-t-il encore des papiers à signer ?» demanda-t-il calmement. « Ce chien a besoin de soins. Je préférerais qu'on évite de perdre plus de temps ici. »« Bien sûr, monsieur Beckett, » répondit-elle avec une pointe de soulagement. « Je vais chercher les documents immédiatement. » Mais Preston n'avait pas dit son dernier mot. Il fit un pas vers Silas, son visage tordu par une rage froide. « Tu crois que c'est terminé ? Que tu as gagné parce que tu as acheté un chien? Ce chien n'est qu'un échantillon. Moi, j'ai tout le reste. J'ai les lignées, les contrats, ton nom. Je possède tout ce que tu as créé. » Silas ne sia pas. Tu possèdes des copies, des étiquettes, des formules vides, mais tu n'auras jamais la connaissance, ni le respect, ni la mémoire. Preston se força à sourire, mais ses yeux trahissaient sa haine. Tu vas crever dans ta cabane, Beckett, seul, avec ton chien. Pendant que moi, je continuerai à faire des millions sur ce que tu as bâti. Silas s'approche calmement. C'est ça, ta définition du succès? Les dollars dans ton compte en banque? Il désigna le chien qui le regardait avec confiance. Moi, j'ai récupéré ce qui compte. Et tu viens de montrer à tout le monde ici qui tu es, vraiment. Un murmure d'assentiment parcourut la foule. Les regards n'étaient plus tournés vers Silas avec pitié, mais vers Preston, avec un malaise évident. Jonathan Mercer, jusqu'ici resté silencieux dans l'ombre de Preston, s'avança doucement et posa une main sur le bras de son associé. « Preston, on devrait peut-être en rester là. L'enchère est close. Il reste d'autres chiens à présenter. Tu ne veux pas ternir davantage ?»« Ternir ?» gronda Preston en se dégageant. « Tu crois que je vais laisser cet imposteur me voler la vedette? Cet homme a ruiné sa propre entreprise, et maintenant il veut m'entraîner dans sa chute. Il ne te ruine pas, dit calmement le docteur Reynolds. Il te révèle, c'est bien différent. » Un silence pesant accueillit ces mots, et pour la première fois, Preston sembla vaciller. Il se tourna vers Eleanor, mais cette dernière s'était déjà placée entre lui et Silas, résolu. « Monsieur Beckett est désormais le propriétaire légal de ce chien. Et je vous demanderai, monsieur Holloway, de respecter notre établissement et ses procédures. » Preston serra les poings, la mâchoire contractée. Il se savait observé, jugé. Il se redressa, remit son costume en ordre, puis lança avec un sourire glacial. « Très bien, emporte-le, Beckett. Gagne ton petit moment de gloire. Mais souviens-toi de ceci, tu as vidé ton compte pour un seul chien. Moi, je garde les clés du royaume. » Il tourna les talons, repoussant la porte à double battant d'un geste sec. Dans le bureau, le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Le docteur Reynolds se tourna vers Silas. « Ce chien, il a besoin d'une vraie évaluation vétérinaire et d'un plan nutritionnel. J'ai peur qu'il n'ait jamais été socialisé correctement. Ce genre de comportement est typique des chiots isolés, élevés dans des environnements stériles. » Silas hocha la tête.
Je le vois, je le sens. Il y a quelque chose dans ses yeux. Une attente, un vide. Mon cabinet ouvre à 8 heures demain, passez quand vous voulez. Je vous glisserai dans le planning. Elle lui tendit sa carte de visite. Silas la prit avec gratitude et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, là où battait son cœur. Éléonore revint avec les papiers officiels et une laisse en cuir de qualité. Voici ses documents d'enregistrement et la preuve de propriété. Il est officiellement à vous, Monsieur Beckett, même si j'ai l'impression que lui, il l'avait déjà compris. Silas attacha la laisse d'un geste calme, respectueux, puis se tourna vers elle. « Merci, mademoiselle Whitfield. Vous avez tenu votre rôle avec intégrité. Ce n'était pas facile. » Elle esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas la première vente difficile, mais sûrement la plus mémorable. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Marcus Thompson, l'agent de sécurité, attendait près de la porte. Son regard, jadis suspicieux, avait changé. Il leva la main pour l'arrêter. « Monsieur, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, j'étais juste dans mon rôle, mais j'ai vu comment ce chien vous a reconnu et comment vous l'avez regardé. Je voulais que vous sachiez, j'ai eu tort. » Silas posa une main sur son épaule. « Aucun mal, fiston, tu as fait ton travail et tu l'as fait avec respect. Ce n'est pas donné à tout le monde. » Marcus baissa les yeux, ému. Ce chien, on voit qu'il est spécial. Il y a de l'intelligence dans ses yeux, pas juste de la peur, il comprend. Silas esquissa un sourire. C'est ça, un Beckett, assez malin pour penser, assez loyal pour obéir. Ils franchirent les portes ensemble. À l'extérieur, l'air du soir du Montana leur sauta au visage, un air vif, presque tranchant, mais pur, comme un premier souffle de liberté. Le ciel était passé de l'azur au violet profond. Les premières étoiles apparaissaient, timides sentinelles de la nuit à venir. Silas s'arrêta sur les marches de pierre, le chien à ses côtés. Il leva le visage vers les cieux, respirant profondément. « Premier pas vers la maison, mon garçon » murmura-t-il. Il descendit lentement les marches, guidant le chien vers son vieux pick-up, garé un peu plus loin. Mais derrière lui, une voix l'interpella une dernière fois. « Monsieur Beckett, une seconde ?» Il se retourna. C'était le docteur Reynolds, son sac à la main, pressé mais sincère. « Vous partez déjà ? Je pense que ce chien a besoin de calme, de silence. Il est en état d'alerte constant. Il faut lui offrir du repos. » Elle hocha la tête. « Vous avez raison, minimiser le stress, c'est la priorité. Mais passez demain matin, je vous attendrai. » Elle sortit une autre carte, griffonna un numéro personnel dessus. « Pour toute urgence, appelez-moi. » Silas prit la carte avec un hochement de tête. Mais derrière eux, les portes du bâtiment s'ouvrirent à nouveau, plus violemment cette fois. Preston Holloway surgit encadré de 2 hommes massifs aux allures de sécurité privée. Jonathan Mercer les suivait à distance, l'air soucieux. Le chien se raidit immédiatement, son corps tendu, sa respiration plus rapide. Un grondement sourd vibrait dans sa poitrine. « Doucement » murmura Silas, posant une main apaisante sur son flanc. « Tranquille, mon garçon, je suis là. » Preston s'approcha d'eux, stoppé à quelques mètres, comme s'il craignait la réaction de l'animal. « Ce n'est pas terminé, Beckett. Tu crois que tu as gagné ? Tu n'as fait que commencer. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Marcus Thompson, l'agent de sécurité, attendait près de la porte. Son regard, jadis suspicieux, avait changé. Il leva la main pour l'arrêter. « Monsieur, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'étais juste dans mon rôle. Mais j'ai vu comment ce chien vous a reconnu. Et comment vous l'avez regardé. Je voulais que vous sachiez... J'ai eu tort. » Silas posa une main sur son épaule. « Aucun mal, fiston. Tu as fait ton travail. Et tu l'as fait avec respect. Ce n'est pas donné à tout le monde. » Marcus baissa les yeux, ému. « Ce chien, on voit qu'il est spécial. Il y a de l'intelligence dans ses yeux. Pas juste de la peur, il comprend. » Silas esquissa un sourire. « C'est ça, un Beckett. Assez malin pour penser. Assez loyal pour obéir. » Ils franchirent les portes ensemble. À l'extérieur, l'air du soir du Montana leur sauta au visage. Un air vif, presque tranchant, mais pur. Comme un premier souffle de liberté. Le ciel était passé de l'azur au violet profond. Les premières étoiles apparaissaient, timides sentinelles de la nuit à venir. Silas s'arrêta sur les marches de pierre, le chien à ses côtés. Il leva le visage vers les cieux, respirant profondément. « Premier pas vers la maison, mon garçon » murmura-t-il. Il descendit lentement les marches, guidant le chien vers son vieux pick-up, garé un peu plus loin. Mais derrière lui, une voix l'interpella une dernière fois. « Monsieur Beckett, une seconde ?» Il se retourna. C'était le docteur Reynolds, son sac à la main, pressé mais sincère. « Vous partez déjà ? Je pense que ce chien a besoin de calme, de silence. Il est en état d'alerte constant. Il faut lui offrir du repos. » Elle hocha la tête.
Vous avez raison, minimiser le stress, c'est la priorité. Mais passez demain matin, je vous attendrai. Elle sortit une autre carte, griffonna un numéro personnel dessus. Pour toute urgence, appelez-moi. Silas prit la carte avec un hochement de tête. Mais derrière eux, les portes du bâtiment s'ouvrirent à nouveau. Plus violemment cette fois, Preston Holloway surgit, encadré de 2 hommes massifs aux allures de sécurité privée. Jonathan Mercer les suivait à distance, l'air soucieux. Le chien se raidit immédiatement, son corps tendu, sa respiration plus rapide. Un grondement sourd vibrait dans sa poitrine. « Doucement !» murmura Silas, posant une main apaisante sur son flanc. « Tranquille, mon garçon, je suis là. » Preston s'approcha d'eux, stoppé à quelques mètres, comme s'il craignait la réaction de l'animal. « Ce n'est pas terminé, Beckett. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as fait que commencer. » Le docteur Reynolds s'interposa aussitôt. « Monsieur Holloway, cette vente est clôturée. Vous n'avez aucun droit sur cet animal désormais. » Mais Preston secoua la tête, un sourire de prédateur aux lèvres. « Ce n'est plus une question d'enchère. C'est une question de fraude. » Le cœur de Silas ralentit. « De quoi tu parles, tu Preston ?» Le sourire de l'homme s'élargit. « Je viens de passer un coup de fil à la commission bancaire de l'État. Il n'y a aucune trace d'un retrait de 200 000 $ à votre nom dans aucune banque du Montana. » Un murmure choqué monta derrière eux. Des invités sortaient à leur tour du bâtiment, attirés par le tumulte. Eleanor Whitfield s'avança sur les marches, l'air soucieux. Preston pointa Silas du doigt. « Alors dis-nous, Beckett, ce chèque de banque, il vient d'où ?» Silas resta parfaitement immobile. Il sentait le regard de la foule sur lui. Les soupçons, les doutes, le poison subtil de la rumeur qui déjà s'insinuait. Mais ce qui comptait le plus à cet instant, c'était le chien. Le berger allemand collé à sa jambe, les muscles contractés, les yeux rivés sur Preston comme s'il sentait que cette confrontation allait bien au-delà de ce qu'un chien peut comprendre, mais qu'il devait quand même veiller. Silas posa une main ferme sur sa tête. « Le chèque est authentique, dit-il calmement, et votre maison de vente l'a validé. »« Vérification préliminaire ?» corrigea Preston. Théâtrale. « Une vraie enquête, elle, dira sans doute autre chose, et à ce moment-là, nous verrons si votre petit achat tient encore la route. » Le docteur Reynolds secoua la tête exaspéré. « C'est du harcèlement, Preston. Vous n'avez aucune preuve, rien d'autre que votre frustration. »« C'est une obligation légale, répondit-il avec un sourire carnassier. Lorsqu'un homme sans revenu connu sort 200 000 $ en liquide, ça soulève des questions. Blanchiment, donation illégale, complicité. Qui sait ? Un des 2 hommes de sa sécurité tendit alors un dossier à Preston comme dans un mauvais film. Il l'ouvrit lentement. « Voici les preuves publiques. Monsieur Beckett vit sur un terrain estimé à moins de 50 000 $. Il touche une retraite militaire et la sécurité sociale. Il n'a pas d'emploi déclaré depuis 5 ans. Vous voyez où je veux en venir ?» Silas sentit une rage froide naître dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une attaque personnelle, c'était une violation, une intrusion dans une vie qu'il avait tenue à l'écart, à l'abri, dans le silence et la solitude. « Et comment avez-vous mis la main sur ces documents ?» demanda-t-il, sa voix grave. « Ce sont des données privées. » Preston haussa les épaules, faussement innocent. « La plupart sont des archives publiques. Le reste, disons que j'ai mes ressources. Ce qui compte, c'est que les chiffres ne collent pas. » La tension monta d'un cran, le chien grogna plus fort et cette fois, même les curieux dans la foule reculèrent d'un pas. Eleanor s'avança. « Monsieur Holloway, je le répète, la vente est conclue. Nous avons respecté toutes les étapes de vérification. Si vous avez des doutes, vous pouvez entamer une procédure civile. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce chien de partir. » « Au contraire, » déclara Preston en désignant l'un de ses gardes. « Mitchell ici présent est un ancien adjoint du shérif. Il va veiller à ce que cet animal reste à Billings, le temps qu'on vérifie si tout est bien en ordre. » Le sous-entendu était clair, une menace habillée de légalité. Silas serra les poings. « C'est ça ton arme préférée, hein, Preston ? Les procédures, les blocages, les papiers, tu les utilises pour écraser ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. » Mais une nouvelle voix retentit, claire, forte, autoritaire. « Je pense que c'est suffisant. » Tous se tournèrent. Un homme en uniforme venait de franchir la barrière de la foule. Le shérif Robert Carson, vieux de la vieille, moustache grise, regard perçant. Il avançait d'un pas calme, mais il y avait dans sa démarche une énergie qui rappelait aux plus jeunes qu'on ne plaisantait pas avec lui. « 3 appels » dit-il en s'approchant. « 3 signalements d'un attroupement suspect au manoir Holloway. Et quand je vois ça, je comprends pourquoi. » Preston se redressa, ajusta sa cravate. « Shérif Carson, vous tombez bien. Je soupçonne une fraude. Cet homme vient de sortir 200 000 $ dont personne n'a la trace.
Le shérif leva la main. Vous l'accusez de quoi exactement? D'avoir gagné une enchère? De ne pas pouvoir la payer légalement? Rugit Preston. Ce chèque a été validé, coupa Eleanor d'une voix tranchante, par mes soins, avec les documents bancaires appropriés. Le shérif Carson se tourna vers Silas et l'observa un moment. Puis il sourit. Silas Beckett, ça fait des années qu'on t'a pas vu en ville. Je gardais mes distances, répondit Silas avec un hochement de tête. Mais aujourd'hui, il fallait que je revienne. Le shérif hocha la tête, compréhensif. Cet homme a été l'un des meilleurs dresseurs de chiens que ce comté ait jamais connu. 3 des meilleurs chiens de patrouille qu'on ait eus venaient de chez lui. Il baissa les yeux vers le berger allemand, toujours posté au garde-à-vous. Et je parie que celui-là en est un aussi. Silas ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le chien, lui, ne quittait pas des yeux Preston Holloway, prêt à intervenir si les choses dégénéraient. Preston, pour la première fois, sembla désarçonné. Il a dû recevoir l'argent de quelqu'un qui veut me nuire. Ce n'est pas normal, toute cette histoire. Le shérif resta calme. Avez-vous une preuve de cela? Silence. Non? Alors c'est une affaire privée, entre un vendeur et un acheteur. Et selon ce que j'entends ici, la vente est légale. Donc, il planta son regard dans celui de Preston. Vous ne pouvez pas l'empêcher de partir avec ce chien. Preston ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Si vous avez des doutes, poursuivit le shérif, vous pouvez déposer une plainte. Mais d'ici là, Monsieur Beckett peut rentrer chez lui. Et comme pour sceller la scène, un véhicule se gara doucement près de la foule. Une voiture civile. Le conducteur sortit. Frank Wilson, vieux camarade d'armée de Silas, aujourd'hui facteur dans le comté. Il s'approche d'un pas rapide, le regard acéré. « Tout va bien, Silas? J'ai eu ton message. Maintenant que tu es là, oui. » Preston le dévisagea. « C'est vous? Vous êtes celui qui lui a donné l'argent ?» Frank éclata d'un rire franc. « Tu penses qu'on planifie une vengeance depuis 20 ans pour saboter ta petite vente aux enchères ?» Il se tourna vers Silas. « Tu leur as pas dit ?» Silas secoua la tête légèrement. « Pas encore ?» Preston, agacé, lança. « Dire quoi au juste ?» Frank croisa les bras, prêt à faire tomber la dernière pièce du puzzle. Que la vieille propriété Beckett, les 2000 acres près de Missoula, Silas ne l'a jamais vendue. Il l'a louée à la Nature Conservancy, il y a 15 ans. Un bail de 99 ans payé d'avance. La révélation fit l'effet d'une détonation. Le silence qui suivit fut presque irréel, comme si même le vent du Montana s'était arrêté pour écouter. Les visages dans la foule s'étaient figés. Preston, lui, blêmit. « Tu mens ?» murmura-t-il. « C'est impossible. Le terrain, il m'appartenait. Il faisait partie de l'acquisition. » Silas le fixa, calmement. « Tu as acheté les bâtiments, les chenils, les registres. Tu as même pris le nom, mais pas la terre. Tu t'es contenté de ce que tes avocats t'ont glissé sous le nez pendant que j'étais en deuil. Et tu n'as jamais vérifié les actes du comté. » Frank acquiesça avec un sourire narquois. « Une erreur de débutant, Holloway. L'acte est public. Tu peux l'appeler toi-même le bureau du cadastre. C'est là, en noir sur blanc. » Eleanor Whitfield, jusque-là muette, porta la main à ses lèvres. Le docteur Reynolds, elle, souriait. Pas de joie maligne, mais de justice rétablie. Preston, lui, titubait presque. Son monde, sa version des faits, ses certitudes, tout s'effritait sous ses pieds. « Même si c'était vrai, balbutia-t-il, même si cette terre est encore à toi, ça ne change rien. J'ai les droits sur la lignée Beckett, je possède les chiens, le nom, les contrats. » Silas avança d'un pas. Sa voix était calme, mais il y avait dans son regard une flamme que personne n'avait vue depuis longtemps. « Tu as les copieurs, Holloway, mais pas l'encre. Tu as pris ce que tu croyais pouvoir reproduire, mais tu n'as jamais compris ce que c'était vraiment. Tu pensais que c'était génétique, des croisements, des papiers, des codes. Tu n'as jamais compris que ce qui faisait un Beckett, ce n'était pas le sang. » Il montra le chien, toujours assis, droit, aux aguets. C'était le caractère, la relation, le respect mutuel. Tu as élevé des machines. Nous, on formait des équipes. Preston, incapable de répondre, tourna la tête vers Jonathan Mercer. « Dis-lui, toi, dis-lui que tout est légal, qu'on a les brevets, les dépôts. » Mais Mercer ne répondit pas. Il fixait Silas avec un regard étrange, mi-curieux, mi-fasciné, et puis doucement, il secoua la tête. « Je crois qu'on s'est trompé, Preston. » « Trompé ? Oui. On a cru qu'on pouvait faire mieux que Beckett, plus vite, plus rentable. On a voulu transformer une lignée vivante en marque déposée. Et ça a tout pourri. » Preston écarquilla les yeux. « Tu me trahis ?» ?»« Non, dit Mercer, je corrige. » Un nouveau silence se fit. Cette fois, plus lourd encore. Le shérif Carson tapota son ceinturon comme pour sceller l'instant. « Je crois que ça suffit comme ça.
Monsieur Holloway, sauf si vous avez d'autres preuves concrètes d'irrégularité, je vous demanderai de laisser ce chien partir. Tout le reste se réglera devant un juge. Preston sembla prêt à exploser, mais il se contenait. Juste, il pointa Silas du doigt. « Tu crois avoir gagné, Beckett? Ce n'est qu'un chien. Tu n'as plus d'entreprise. Tu n'as plus d'élevage. Tu as... Quoi? Une cabane et un chien de plus ?» Silas le regarda sans broncher. « J'ai ce qui compte. Et toi? Tu viens de montrer à tout le monde ici que tu ne comprends même pas ce que tu as perdu. » Le silence était total, lourd, irréversible. Le masque de Preston se fendilla une dernière fois. Puis, comme un joueur vaincu, il tourna les talons et s'éloigna, suivi de ses gardes du corps. Jonathan Mercer, lui, resta en arrière, songeur. Le docteur Reynolds s'approcha de Silas. Elle avait gardé le silence pendant la confrontation, mais ses yeux brillaient. « Vous lui avez donné une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Silas caressa la tête du chien. « Ce n'est pas une leçon que je voulais donner, c'est un message. » Et il n'était pas pour lui, il était pour ce chien, pour lui montrer qu'il a une maison, qu'il a un nom, qu'il est reconnu. Eleanor, touchée, s'approcha à son tour. « Tous les papiers seront enregistrés dès ce soir. Il ne sera plus jamais question de propriété. Ce chien est vôtre, monsieur Beckett, officiellement. » Il hocha la tête, serrant les documents contre lui. Frank le rejoignit. « On rentre à la maison ?» Silas regarda l'horizon. Les étoiles s'étaient allumées pour de bon, brillant comme des éclats de mémoire. Il fit un signe de tête. « Oui, il est temps. » Ils descendirent les marches ensemble, Silas, Frank et le chien. Le shérif Carson les accompagna jusqu'au véhicule. « Tu veux que je te suive jusqu'à Missoula? Juste au cas où Preston aurait une mauvaise idée sur la route ?» Silas hésita, puis hocha la tête. « Pas une mauvaise idée? Pas ce soir. » Le shérif sourit. On ne sait jamais avec les hommes qui détestent perdre. Et dans l'ombre, personne ne vit Jonathan Mercer rester derrière, immobile, silencieux, les bras croisés, les yeux plissés. Il sortit son téléphone. « C'est moi, dit-il dans le combiné. Il faut qu'on parle de Beckett. Non, pas du cirque de Preston, de l'homme. Il y a autre chose ici, quelque chose de plus grand que prévu. » Un silence, puis un hochement de tête. Le vrai combat vient seulement de commencer. Le trajet jusqu'à Missoula fut long, silencieux, mais chargé de sens. Sheriff Carson suivait le vieux pick-up de Silas à distance régulière, ses phares dessinant une ligne protectrice dans le rétroviseur. Et dans la cabine, le chien, désormais baptisé Duke, ne cessait de tourner la tête entre Silas et la route, comme s'il essayait de s'ancrer dans ce présent nouveau, de comprendre ce qu'il était en train de retrouver, ou peut-être ce qu'il n'avait jamais connu. Le silence entre eux n'était pas vide, il était plein de mémoire, de reconnaissance et d'une promesse silencieuse. « Presque arrivé, mon garçon, » murmura Silas en tournant sur la route de gravier menant à sa propriété. « Juste quelques kilomètres encore. » Le Montana s'étalait autour d'eux, noir et majestueux. Les montagnes du Bitterroot, invisibles mais imposantes, se dressaient comme de vieilles sentinelles. Le ciel, lui, scintillait de milliers d'étoiles. Une nuit paisible, une nuit juste. Quand il coupa enfin le moteur, Silas ne bougea pas tout de suite. Il resta là, à observer sa modeste cabane, 2 pièces, du bois usé, un porche qui grinçait avec le vent. Mais c'était chez lui. Frank se gara juste derrière, descendit et s'approcha. « Tu veux un coup de main pour l'installer ?» Silas secoua la tête. « Non, merci. On va gérer. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est du calme, de la stabilité. Pas plus de tumulte. » Frank hésita. « Tu es sûr? Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'était du lourd, même pour toi. » « J'ai connu pire, » dit Silas avec un sourire fatigué. « Rentre chez toi, Frank. Embrasse Martha et merci pour tout. » Frank posa brièvement une main sur l'épaule de son vieil ami, puis remonta dans sa voiture et repartit dans la nuit. Silas guida Duke jusqu'au porche. L'animal reniflait tout, l'air, les marches, la terre, le bois. Tout ce territoire lui était inconnu. Et pourtant, il s'y tenait comme s'il savait. Comme si les odeurs portaient quelque chose de familier. Quelque chose de familial. À l'intérieur, la cabane était simple mais propre. Des meubles usés, un vieux fauteuil de cuir placé près de la cheminée, quelques cadres sur les murs, des photos de chiens, de soldats, de son fils, jeune, fier, aux côtés d'un berger allemand presque identique à Duke. Silas remplit une gamelle d'eau, récupéra du poulet froid au frigo et posa le tout au sol. Duke mangea sans précipitation, ses gestes mesurés, respectueux. Il avait la dignité des chiens qui ont été dressés à la dure, mais il portait aussi les cicatrices invisibles de l'abandon. « Demain, on commencera les vraies choses, » dit Silas à voix basse. « Aujourd'hui, tu te reposes, t'es chez toi maintenant. »
Quand tout fut calme, Silas s'assit dans son fauteuil. Duke, lui, s'étendit à ses pieds, la tête posée sur ses pattes, ses yeux toujours levés vers son nouveau maître. Mais Silas ne ferma pas l'œil. Pas encore. Il se leva lentement, se dirigea vers un petit meuble en bois à côté de la cheminée, l'ouvrit et en sortit une boîte ancienne. Une boîte de souvenirs. À l'intérieur, des choses simples. Des reliques, un drapeau américain soigneusement plié, une Purple Heart, des écussons, et une liasse de photos attachées par un vieil élastique. Il les fit glisser entre ses doigts. La première montrait un Silas plus jeune, entreillis, souriant à côté d'un berger allemand au regard vif. La suivante, un jeune homme au regard fier, presque identique à lui, Duke Junior, son fils. À genoux, un bras autour du cou d'un autre berger allemand, Rex. Silas sentit son cœur se serrer. Il montra la photo à Duke. « C'est lui ton grand-père, le chien de mon fils, le meilleur que j'ai jamais formé. Et ce garçon, c'est Duke. Il est mort dans le désert, lui et son chien, ensemble jusqu'au bout. » Il s'arrêta, sa voix se brisant. « Et moi j'étais là, à attendre, à dresser d'autres chiens, pendant que lui partait au combat. » Une larme coula sur sa joue et tomba sur la photo. J'aurais dû être avec lui, j'aurais dû le protéger lui aussi. Duke, comme s'il comprenait, se leva doucement et posa son museau sur le genou de Silas. Un geste simple, sincère. Silas ferma les yeux. « Tu es son héritier, tu sais, le dernier de leur lignée, le dernier lien entre eux et moi. » Il caressa doucement les oreilles du chien, retrouvant un contact qu'il croyait à jamais perdu. « Je ne pouvais pas les sauver, ni mon fils, ni son chien. Mais toi, je peux te ramener à la vie. » Il se leva, remit la boîte à sa place et prépara un coin douillet près du lit. Une couverture, un coussin, une lumière tamisée. Duke s'installa lentement, comme s'il comprenait que cette nuit-là, c'était la première depuis longtemps, où il pouvait dormir sans crainte. Silas, lui, s'allongea, les yeux ouverts vers le plafond. « Une journée à la fois, dit-il dans le noir. Une journée à la fois. » Et dans le silence profond du Montana, il s'endormit enfin. La respiration calme de Duke comme un battement rassurant dans l'obscurité. L'aube se leva sur le Montana comme un souffle d'espoir. Une lumière dorée glissa entre les pins, réveillant les collines encore humides de rosée. Les oiseaux chantaient, timides d'abord, puis confiants. Et dans la cabane silencieuse, Silas Beckett ouvrit les yeux. Au même moment que Duke, le chien était déjà assis, droit, attentif. Silas s'étira, fit craquer ses articulations rouillées par l'âge, puis s'assit sur le bord du lit. « Bien dormi, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Duke remua la queue une seule fois, sobrement. C'était sa manière de dire, présent, prêt, en confiance. Après un petit déjeuner rapide, des œufs pour Silas, du poulet bouilli et du riz pour Duke, ils montèrent dans le pick-up direction la clinique du docteur Catherine Reynolds. La route était calme. Silas sentait en lui une forme de sérénité nouvelle, une force tranquille, comme si quelque chose s'était remis en place, comme si un engrenage longtemps grippé s'était remis à tourner. La clinique se trouvait à l'orée de Missoula, dans un bâtiment moderne entouré de champs. Lorsqu'ils arrivèrent, Catherine était déjà là, les manches retroussées, en train de faire sortir un Golden Retriever pour sa promenade matinale. Elle se retourna à leur approche et un vrai sourire illumina son visage. « Vous êtes pile à l'heure. »« L'armée » répondit Silas en descendant. « On apprend à respecter les horaires, même à la retraite. » Elle s'approcha doucement de Duke, tendant une main qu'il renifla prudemment avant de l'accepter. « Il a déjà meilleure mine, » observa-t-elle en le regardant marcher. « La démarche est encore raide, mais ses yeux, ils sont différents d'hier. » Silas hocha la tête. Il sait qu'il est chez lui maintenant. Et ça change tout. À l'intérieur de la clinique, elle l'examina en détail. Poids, muscles, dents, oreilles, réflexes. Environ 9 kilos à reprendre, dit-elle. Des tensions musculaires dans les épaules et les hanches, typiques de chiens enfermés trop longtemps dans des boxes étroits. Carence en oméga 3, en magnésium. Et probablement un stress post-traumatique. Silas grimaça. Il a dû vivre l'enfer dans cet élevage, isolé, utilisé, sans lien. Mais le fond est solide, affirma Catherine en caressant doucement la nuque du chien. Il a la base, il a été bien né. C'est toujours là, sous la surface. Il suffit de le ramener. Elle lui tendit une fiche de soins, un plan alimentaire et une ordonnance pour des compléments nutritionnels. 2 mois, estima-t-elle, et il sera à nouveau ce qu'il aurait toujours dû être. Silas acquiesça. Puis, alors qu'il rangeait les papiers, elle l'arrêta. Il y a autre chose. Elle lui tendit une tablette ouverte sur un article de presse en ligne. Le titre s'étalait, en lettres noires,
Holloway Kennel sous enquête, fraude, maltraitance animale, blanchiment. Les mots défilèrent sous les yeux de Silas. Perquisition, saisie, témoignages anonymes. Plus de 70 chiens retirés du site principal. Des registres falsifiés. Des comptes offshore. La descente a eu lieu à l'aube, expliqua Catherine. Quelqu'un a transmis aux autorités tous les documents nécessaires. L'enquête était en cours depuis plusieurs mois. Mais quelqu'un a fait accélérer les choses hier soir. Mercer, souffla Silas. Il a vu ce que Preston refusait de voir. Et il a agi. Résultat, Preston a été placé en garde à vue. Accusations fédérales en cours. Il ne reverra pas un élevage avant longtemps. Silas ne répondit pas. Pas de joie, pas de triomphe, juste un soupir. Ce n'est pas pour lui que je m'inquiétais, c'était pour les chiens. On les place. Les associations se mobilisent. Les anciens Beckett, on essaie de les recenser. Avec un peu de chance, on pourra reconstruire une lignée plus saine. Elle le fixa. Si tu veux la reconstruire, Silas haussa les épaules. Je ne suis plus un éleveur. Je suis juste un vieux type dans une cabane. Non, dit-elle. Tu es le seul qui peut faire revivre ce que ça signifiait, être un Beckett. Silas ne répondit pas tout de suite. Mais ses yeux, eux, trahissaient un espoir qu'il n'osait plus formuler. Les semaines passèrent. Et doucement, la propriété de Silas changea. Là où il n'y avait qu'une vieille cabane, on vit apparaître une petite dépendance, puis un enclos, une aire d'entraînement, des clôtures solides, une grange transformée en chenil. Un refuge, mais pas pour tous. Pour les vrais chiens de travail, pour les âmes cassées qu'on voulait réparer. Le panneau à l'entrée était simple, taillé dans du bois, gravé à la main. Beckett K9, service, intégrité, loyauté. Et Duke, le chien qu'on avait voulu vendre comme un objet, était devenu bien plus. Le gardien du lieu, le modèle, le héritier. Des adolescents en difficulté venaient chaque semaine, envoyés par la justice. Ils apprenaient à soigner, nourrir, entraîner, et sans s'en rendre compte, à écouter, à respecter, à se reconstruire. Silas n'avait pas reconstruit une entreprise, il avait rebâti un sens. Et chaque soir, quand il marchait avec Duke jusqu'au petit mémorial au fond de sa propriété, une croix de bois sur laquelle était gravé le nom de son fils et celui du chien tombé avec lui. Il murmurait toujours les mêmes mots « On l'a fait, mon garçon, on l'a retrouvé ». Pas l'argent, pas les bâtiments, pas le nom, le sens. Et maintenant, vous, qui avez écouté jusqu'au bout, le printemps cédait doucement sa place à l'été. Sur la propriété Beckett, les fleurs sauvages s'épanouissaient dans les herbes hautes et le vent portait les rires d'adolescents qu'on n'aurait jamais cru capables de sourire à nouveau. Des chiens couraient librement dans les enclos, d'autres s'entraînaient dans le silence complice d'un homme et d'un regard. Silas Beckett avançait lentement le long du chemin de gravier, une canne dans la main droite, non par faiblesse, mais par prudence, et à sa gauche, fidèle comme l'ombre d'un serment, marchait Duke. Son pelage brillait désormais au soleil, sa silhouette était pleine, musclée, et dans ses yeux, on lisait cette paix farouche qu'on ne voit que chez ceux qui ont connu la douleur et choisi, malgré tout, de faire confiance à nouveau. Ils s'arrêtèrent devant la stèle de pierre dans le petit jardin du souvenir. Silas s'agenouilla, il ne pleura pas. Plus maintenant, il murmura simplement « On a tenu parole tous les deux ». Il resta là un moment, puis en se relevant, son regard se posa sur la grange devenue salle de formation, d'où sortait un jeune garçon, une laisse à la main, suivi d'une femelle berger allemand au regard plein de promesses. « Tu vois, mon vieux, on ne reconstruit pas le passé, on le prolonge, on l'ancre, on l'offre à ceux qui en auront besoin après nous. » Il fit demi-tour, Duke trottant à ses côtés. Le soleil déclinait sur le Montana, et le monde, pour la première fois depuis longtemps, semblait bien aligné. Un chien, un homme, une mission, rien de spectaculaire, rien de bruyant, mais tout ce qui compte. Et vous, qui écoutez cette histoire, rappelez-vous de Silas Beckett, de Duke. Rappelez-vous que même quand tout semble perdu, il reste toujours un sentier discret, caché entre les ronces et les souvenirs, qui mène vers quelque chose de plus grand que soi. Il suffit parfois d'un seul pas pour le retrouver. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et partagez vos réflexions en commentaire. Elles sont le feu de camp autour duquel on se retrouve. Merci d'avoir suivi ce long chemin au cœur de la forêt et des cœurs brisés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, riche en émotions, en renouveau et en ces silences qui parlent plus fort que les mots.